Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. 7 entrepreneurs et entrepreneuses bruxellois sur 10 déclarent qu'il est nécessaire de changer le modèle économique actuel pour mieux répondre aux défis environnementaux. Les entreprises d'économie circulaire œuvrent en ce sens. Mais avec quels résultats et avec quelles difficultés? C'est ce que l'on va tenter de savoir avec nos invités ce soir. Voilà des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Magali Roncemans. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Ecores. Ecores, c'est un bureau de conseil en développement durable. Et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Anthony Naralingom. Bonsoir. Vous êtes responsable des clusters à Hub Brussels, dont le cluster en économie circulaire. Alors première question pour vous, Anthony. Ça veut dire quoi, économie circulaire, en 30 secondes, si vous pouviez définir le concept? Oui. Alors l'économie circulaire, c'est repenser notre économie, sortir des modèles dits linéaires où on prend des ressources naturelles, on les exploite et on crée du déchet. Là, ce qu'on essaie de faire dans l'économie circulaire, c'est de dire que ces ressources sont importantes et qu'elles doivent être intégrées dans des cycles, donc que le déchet n'existe plus, ça devient une ressource et qu'on doit pouvoir la valoriser comme toute ressource naturelle auquel on a accès dans notre économie. Oui, alors Magali Roncemans, dans votre structure, on accompagne donc ces entrepreneurs qui veulent construire un modèle durable. Est-ce que vous pouvez dresser un profil de ces entrepreneurs? Pourquoi se lancent-ils dans cette aventure? Alors, on a différents profils d'entrepreneurs qui se lancent. On peut avoir des entrepreneurs qui ont envie de lancer une petite initiative pour commencer parce que voilà, ça fait partie de leurs valeurs profondes. Et donc, ils lancent un projet qui vise principalement à revaloriser des ressources, par exemple. Mais on peut aussi avoir des plus grosses entreprises qui décident progressivement de changer leur business model pour aller vers plus d'économie circulaire. Et pour ça, on les accompagne aussi. Donc, il y a toute une réflexion, par exemple en éco-conception, qui sont des potentielles possibilités pour revaloriser des biens. Oui, alors on parle de pistes de développement. La région y croit, en tout cas les deux ministres qui ont eu cette compétence et qui l'ont encore pendant quelques temps y croient au développement de cette structure. Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un énorme développement ces dernières années, Anthony ? Alors, il y a une vraie évolution positive. On le voit, Hub Brussels organise un baromètre de la transformation durable où on analyse un peu les perceptions autour des concepts. Et on voit que 73% des entrepreneurs considèrent aujourd'hui que l'économie circulaire est positive et que ce sont des modèles qui sont nécessaires et qu'on doit faire cette transformation. Donc oui, on voit une perception plus positive. Par contre, il faut encore continuer sur la transformation en termes vraiment volume quantitatif au niveau de l'économie dans sa globalité. Oui. Alors on va essayer de continuer à dresser le portrait de ces entreprises. Il y a 14 nouveaux projets qui viennent d'être soutenus par la région. On parle de récupération d'acier, de valorisation de surplus alimentaire, de pulls en laine recyclés. Alors quels sont les secteurs qui fonctionnent le mieux, où on trouve le plus d'entreprises? Est-ce que c'est lié à la construction, plutôt au textile, s'il fallait dresser un portrait? Alors la difficulté, c'est qu'en économie circulaire, effectivement, ça peut concerner tous les secteurs, y compris le secteur tertiaire, parce qu'on pense souvent ressources naturelles, mais il y a aussi des enjeux en termes de mutualisation, en termes d'économie de la fonctionnalité, donc vendre plutôt le service plutôt que le produit matériel. Et donc ça concerne une grande quantité de secteurs. Évidemment, les secteurs qui fournissent le plus de volume de ressources considérées comme des déchets sont les secteurs où on a le plus de volume d'activité, d'entreprise, mais ce n'est pas toujours celle où il y a la plus grande réussite, parce que souvent, les entreprises qui réussissent le mieux, ce sont celles où elles arrivent à valoriser le mieux la réponse qu'elles apportent aux problèmes de notre économie. Et donc concrètement, quand elles identifient un endroit particulièrement innovant, c'est là où ça marche. Oui, alors on voit finalement, il y a un idéal derrière ça, mais il y a aussi un modèle économique à trouver. C'est compliqué ça, Magali? Alors, compliqué, c'est-à-dire que c'est des pionniers. Donc, il y a bien sûr beaucoup de nouveautés à intégrer dans le modèle économique actuel. Mais on a, par exemple, des modèles qui fonctionnent assez bien. C'est tout ce qui est lié à l'écologie industrielle, où le principe, c'est que les déchets des uns deviennent des ressources pour les autres. On a un exemple, par exemple, avec le bois, parce qu'on parlait du secteur de la construction où il y a justement un potentiel important, parce que c'est quand même un secteur qui émet énormément de CO2.
Là, on a, par exemple, certaines entreprises qui démantèlent des constructions et donc qui récupèrent, par exemple, des poutres de bois qui peuvent être récupérées, notamment par un projet bruxellois qui s'appelle Wood Park, et où ce bois est revalorisé et remis à disposition d'entrepreneurs ou de personnes qui sont chargées de la construction. Oui, alors on va voir tout de suite un autre exemple qu'on connaît bien, hein, c'est Perma Fungi, c'est les champignons de Bruxelles. Alors c'est un modèle économique qui s'est cherché à un moment donné, mais qui aujourd'hui fonctionne. On avait rencontré le fondateur de cette entreprise il y a quelque temps. Je vous propose de découvrir une partie du reportage qu'on avait réalisé à l'époque où il présentait un nouveau produit. À vue d'œil, on dirait que cette carte de Bruxelles est dessinée sur du carrelage. Mais ce n'est pas le cas. Ce matériau, d'abord, c'est un champignon qui se nourrit d'un déchet urbain. Typiquement le marc de café, mais on pourrait prendre d'autres déchets, comme la sciure de bois, la drèche de bière. Et une fois que le champignon a mangé ce déchet, il se transforme en un matériau qui peut remplacer le plastique, dans ce cas-ci, dans le secteur de l'isolation. Concrètement, du mycélium, soit la partie souterraine des champignons, est mélangé avec du marc de café, avant d'être laissé au repos dans des sacs. Au bout de 15 jours, vont alors apparaître des pleurotes qui seront cueillies 5 jours plus tard. On est dans une salle de fructification. C'est là qu'après 2 étapes précédentes, le champignon va sortir. On a ici un bébé champignon qu'on appelle le primordia. Et chaque jour, ça double de volume. Le terreau restant va être remélangé à du mycélium, puis séché et donner une substance rigide qui ressemble à du plastique. Cette nouvelle matière est appelée mycomatériaux et c'est du DGA Citydev qui en a commandé 200 m² pour isoler les murs de ses laboratoires. Outre la fabrication d'isolants, la société bruxelloise Perma Fungi a également conçu et vendu 400 luminaires en mycomatériaux avec un objectif bien précis. L'objectif, il est exactement là. Il est de remplacer le plastique, et pas forcément le plastique, mais les matériaux polluants dans le secteur d'abord de la construction et du packaging. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il a des caractéristiques techniques qui sont tout à fait intéressantes en termes d'isolation thermique, d'isolation acoustique et de biodégradabilité. Par exemple, pour le packaging, on a un matériau qui est compétitif. C'est un exemple d'une entreprise qui fonctionne bien. Il y a quelques vrais success stories, Anthony, en matière d'économie circulaire? Oui, effectivement, nous, on voit au niveau du cluster des entreprises qui ont cru au bon moment à l'économie circulaire et qui ont surtout montré que, comme dans toute entreprise, il fallait s'adapter aux besoins du client, il fallait pouvoir réfléchir de manière intelligente. Et Perma Fungi est un excellent exemple de ça, où il y a eu des pivots dans le modèle, mais où la philosophie de base, le concept de base de transformer une ressource considérée comme un déchet en une solution pour l'industrie a montré ses preuves. Oui, alors qu'est-ce qu'il faut finalement? C'est trouver le bon concept à la base avec les bons créneaux de développement. C'est ça le plus compliqué à mettre en œuvre? C'est-à-dire, je pense que comme il y a des pionniers qui existent déjà depuis un certain nombre d'années, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir intégrer un réseau où on peut s'inspirer les uns les autres. Avec Ecorez, on fait par exemple partie d'un réseau qui s'appelle Écopreneur Kayak. Le kayak est le réseau en fait, des écopreneurs. Et qui est un réseau avec 140 écopreneurs, dont une bonne partie sont actifs dans l'économie circulaire. Et là, ils s'inspirent les uns des autres. Donc on a des structures de différentes tailles et qui peuvent vraiment expliquer un petit peu quel est leur business model, qu'est-ce qui marche pas. Et c'est ça qui permet à l'économie circulaire d'évoluer aussi. Oui, alors on parlait de 300 projets soutenus depuis plusieurs années par la région. Est-ce qu'on sait aujourd'hui où en sont ces entreprises, ou c'est compliqué à dire? Alors déjà, c'est 300 entrepreneurs qui ont bénéficié de financement, mais on accompagne beaucoup plus d'entrepreneurs, que ce soit au niveau de Hub ou dans les partenaires qui fournissent de l'accompagnement en économie circulaire. Mais aujourd'hui, effectivement, l'appel à projet bicirculaire finance un risque d'innovation. Et donc, ce sont des entreprises qui vont prendre un risque important au niveau technologique ou marché. Et aujourd'hui, on sait que, comme dans toute start-up innovante, il y a des entreprises qui ont trouvé leur marché, d'autres entreprises qui ont dû pivoter pour s'adapter aux réalités du marché, et d'autres qui ont démontré que la réponse qu'elles apportaient ne répondait pas tout de suite à un besoin marché et qui ont dû arrêter le projet. Oui, parce que c'est compliqué quand on voit par exemple toute une série d'entreprises d'économie circulaire dans le secteur textile, quand on sait la dérégulation qu'il y a dans ce secteur, on comprend que la viabilité de ces entreprises soit compliquée. La compétitivité, effectivement, elle est difficile, et ça c'est tout le problème des pionniers, c'est qu'en fait on a un modèle économique qui
qui doit vraiment évoluer, à la fois pour être plus résilient, pour être plus local aussi. Pour ne pas être dépendant non plus. Enfin, on l'a vu pendant la crise du Covid. À partir du moment où on est dépendant des importations, etc., ça devient un problème. Donc, il y a vraiment tout un volet Oui, mais est-ce qu'on n'a économique. pas oublié un petit peu ça? Est-ce que c'est plus facile maintenant d'entreprendre en économie circulaire qu'il y a quelques années, selon vous? Alors, effectivement, je ne sais pas si c'est plus facile, mais en tout cas, il y a plus de soutien qui existe pour pouvoir le permettre. Il y a plus de modèles inspirants qui existent aussi, qui permettent d'éviter de faire des erreurs qu'on aurait fait par le passé ou de faire en tout cas évoluer ce modèle-là. Et je pense qu'il y a, enfin je l'espère en tout cas, qu'il y a une volonté politique de soutenir davantage des entreprises comme celle-là. Oui, quand on lit votre baromètre, Anthony, on voit que 58% des entrepreneurs et entrepreneuses considèrent que la législation en matière sociale et environnementale devrait être plus contraignante. Oui. Ça les aiderait, ça, à développer leurs projets s'il y avait plus de contraintes? Alors oui, il faut que les contraintes soient intelligentes, évidemment, mais oui, on voit une vraie évolution positive. Il y a beaucoup plus d'entreprises. Nous, on a vu une évolution. C'est les entreprises qui connaissent les concepts d'économie circulaire ont été multipliées par 3 en l'espace de 10 ans. Donc clairement, on voit une évolution positive. Maintenant, il y a toujours une économie qui est majoritairement linéaire. Et si on veut pouvoir transformer ce modèle, il faut pouvoir amener le soutien nécessaire. Et c'est ce qu'on fait, par exemple, au niveau de l'agence, où on se rend bien compte qu'il y a des enjeux particuliers dans l'économie circulaire et on doit aider là-dessus. Notamment, en fait, quand on travaille sur l'économie circulaire, on a besoin de beaucoup plus de liens avec la chaîne de valeur et d'où l'intérêt aussi d'avoir un cluster comme CircleMate, donc notre cluster en économie circulaire, parce que ça amène beaucoup plus cette logique de projet multi-acteurs. Magali en a parlé. Souvent, les acteurs ont besoin aussi de travailler ensemble avec leurs fournisseurs, avec leurs clients, pour pouvoir trouver des solutions innovantes sur cette problématique du déchet. Oui, alors on le voit effectivement, il y a plusieurs types d'aides et on va en parler dans un instant. Mais selon vous, d'après votre expérience, les entrepreneurs qui viennent vous voir, ils ont besoin de quoi tout d'abord ? Je pense que pour la plupart, ils ont besoin, parce qu'ils ont une idée au départ, ils l'ont dans les tripes, ça fait partie de leurs valeurs profondes. Et donc, ils ont besoin d'être amenés vers des business models qui fonctionnent. Et pour ça, l'inspiration est essentielle. Mais il y a aussi la création de liens et de synergies entre entreprises qui ont cette volonté d'être durables et d'être dans un cercle vertueux. Donc, on pourrait penser à un moment donné, peut-être qu'il y a un manque de process, qu'il y a des recherches de financement. Est-ce que c'est ça c'est ça qui manque ou c'est ça qu'ils ont des difficultés à aller chercher ? Alors, je pense qu'il y a des aides. Oui, il y a effectivement des aides qui existent en région bruxelloise et c'est important de pouvoir les connaître. Maintenant, comme je vous le disais, je crois que le fait de s'inspirer des uns des autres, c'est vraiment important aussi. Est-ce qu'il y a d'autres besoins ? Oui, travailler ensemble et pouvoir aussi s'intégrer progressivement dans des plus grosses entreprises qui ont des modèles traditionnels et qui, progressivement, ont justement cette nécessité d'aller vers plus de durabilité. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs clusters, il y a des labels également, et dans votre baromètre, on constate que 4 entrepreneurs sur 10 ne connaissent aucun des labels. Oui. Il y a un souci dans ce domaine-là ? Il y a un enjeu, en tout cas, d'information. C'est clair qu'aujourd'hui, il y a des dispositifs de soutien qui existent, que ce soit financier ou de l'accompagnement. Aujourd'hui, il y a vraiment un besoin. Et les entrepreneurs, même s'il y a beaucoup qui est fait, que ce soit en Europe, au niveau du fédéral ou au niveau du régional, il y a encore un besoin d'informer sur tout ce qui est fait et nécessaire. Et je pense que le premier besoin, ça a été dit, c'est de comprendre qu'est-ce que le projet veut mettre en place, quelle est la stratégie du projet et d'identifier les soutiens nécessaires. Il ne faut pas construire le projet par rapport aux soutiens existants, mais bien avoir son projet économique par rapport aux besoins du marché, par rapport aux besoins du client et aller identifier les sources correspondantes, que ce soit, je rappelle, au niveau européen. Est-ce que c'est du financement à la R&D ? Est-ce que c'est du financement au marché ? R&D comme recherche et développement. Comme recherche et développement, exactement. Ouais. Et donc, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, quand on cherche des moyens financiers pour développer une entreprise, est-ce que ces entrepreneurs trouvent facilement ces moyens financiers ou alors, finalement, dans le monde bancaire traditionnel, c'est encore compliqué ? Alors, je pense qu'il y a des moyens alternatifs au monde bancaire. Il y a notamment des subsides de la région bruxelloise. Et je pense qu'il y a la possibilité aussi qui est en train de se développer à Bruxelles d'avoir une majoration
de subsides quand on est une entreprise vertueuse, donc qui est à la fois respectueuse de l'environnement, donc au niveau social et environnemental. Donc là, c'est quelque chose qui se développe. Parce qu'effectivement, c'est des entreprises, comme elles sont novatrices, qu'elles développent quelque chose de totalement innovant, et elles ont besoin d'avoir un soutien pour pouvoir se lancer. Oui, parce que le soutien qu'offre la région bruxelloise, il peut servir finalement à lancer un projet, mais il ne suffit pas généralement sur le long terme. Alors, il y a du soutien aussi pour développer le projet, mais c'est vrai que comme tout projet d'innovation, et là, ce n'est pas une particularité de l'économie circulaire, mais on le voit beaucoup sur l'économie circulaire, il y a vraiment cet enjeu du scaling, donc du passage à l'échelle des projets. Et donc, on voit qu'il y a du soutien pour la mise en place. Il y a cette difficulté aussi à la croissance, on va dire, à un moment. Et puis, il y a du soutien pour des plus gros projets. Et donc là, il faut vraiment, pour les entreprises, pouvoir construire aussi le phasage de leur projet du début jusqu'à l'évolution à la taille convenable pour le projet. Oui, parce que quand on regarde les difficultés auxquelles sont confrontés ces entrepreneurs dans votre baromètre, il y en a qui disent on n'a aucun souci, mais 22% tout de même, et ça arrive en tête, c'est les difficultés économiques et financières, c'est là où le bas blesse, quoi. Effectivement. Comme beaucoup d'entrepreneurs, en fait, il y a cet enjeu de trouver le bon financement. Il y a beaucoup qui a été fait, mais il y a un manque d'informations, clairement. Il faut encore plus s'informer sur les soutiens possibles. Et il y a, j'ai envie de dire, quelque chose de particulier sur l'économie circulaire, c'est par rapport aux réactions du marché. C'est-à-dire qu'on voit un profil de client qui va être très réceptif à l'offre et donc qui va créer un appel d'air à l'étape de start-up. Et puis après, il faut aller chercher des relais de clients dans cette phase, on va dire, d'entreprise intermédiaire. Et donc là, c'est vraiment un challenge. Il faut pouvoir être équipé là-dessus, voire chercher des relais de marché ailleurs qu'en région. Et ça, c'est quelque chose où on peut aussi aider chez Hub avec notre relais aussi au niveau international. On a une mission où on peut aider les entreprises à l'international. Et il est vrai que sur l'économie circulaire, des fois, c'est plus facile d'aller chercher ce relais à Paris ou à Amsterdam que d'essayer de le chercher dans tous les quartiers de Bruxelles. Oui, et puis on le voit aussi dans les difficultés, ces difficultés liées au marché. Et ça, c'est vraiment trouver le créneau de développement ou même comment distribuer son produit. C'est ça qui pose problème à certains moments. Il y a ça, mais je pense qu'il y a parfois une réflexion à avoir sur le modèle économique, sur le type de service qui est développé, et que ce n'est pas toujours produire quelque chose pour le vendre. Il y a l'économie de service aussi, ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, et qui valorise surtout un service, l'usage d'un bien, un bien qui peut être partagé, comme on le voit aujourd'hui avec les voitures partagées, avec les vélos partagés, avec des outils partagés aussi, parce que par exemple, ça n'a pas de sens d'aller acheter un outil qu'on utilise 3 fois par an, autant l'avoir dans une bibliothèque d'outils et de pouvoir le partager ou le louer. Donc ça aussi, il y a une réflexion à avoir. Ce n'est pas produire à tout prix, mais c'est réfléchir à l'usage qu'on en a et de se dire est-ce que c'est nécessaire d'avoir un outil pour soi, d'avoir quelque chose pour soi. Mais ça, c'est vrai qu'on en parle depuis longtemps. Est-ce que ces entreprises d'économie circulaire-là, qui prônent finalement l'usage d'un outil ou autre chose plutôt que la possession, est-ce que ces entreprises-là, elles ont trouvé leur modèle économique aujourd'hui ? Ça, je suis ravi d'en parler. Justement, quand on parle d'économie circulaire, on a souvent l'idée réutilisation de ressources, recyclage de déchets. Mais effectivement, le champ est beaucoup plus large. Et un des champs très intéressants, c'est cette économie de la fonctionnalité. Et donc, vendre plutôt l'usage que la propriété. En théorie, c'est le modèle qui présente le plus gros potentiel. Par contre, la difficulté, elle est sociétale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le consommateur est encore très attaché, même si on lui amène tous les éléments intellectuels qui montrent qu'il a plus intérêt financier à être usager du bien plutôt qu'être propriétaire, il y a encore cette difficulté à sortir du modèle de propriété. Et donc, pour répondre à ma question, elles n'ont pas trouvé leur modèle économique encore, ces sociétés-là. C'est encore complexe, oui. Ça dépend des sociétés. Des grandes sociétés qui lancent ça en parallèle de leur modèle trouvent des modèles où ils arrivent à mettre ce système de location, de leasing en place. Mais pour des plus petites structures qui n'ont pas les reins financiers suffisamment solides, ça reste que des modèles complexes si le marché ne suit pas. Oui, alors ça situe la difficulté, effectivement, qu'on prône certaines choses et tout le monde semble d'accord quand on le dit comme ça. Ça ne sert à rien d'avoir une perceuse si on l'utilise 5 minutes par an. Et pourtant, dans les faits, on a l'impression même parfois qu'il y a des reculs dans les mentalités.
C'est-à-dire qu'il y a tout un volet de changement de comportement qui est essentiel, de sensibilisation, d'information, d'avoir justement des témoignages inspirants de ce qui se fait et de l'impact que ça a aussi pour les générations futures. Mais c'est vrai que c'est pour ça aussi, chez Ecorez, on a tout un volet de sensibilisation et de travail au changement de comportement qui se fait à la fois dans les entreprises, mais aussi auprès du public. Et c'est assez complémentaire, en fait, parce que comme n'importe quel pionnier qui amène un modèle nouveau, il faut que ce soit accepté, donc ça nécessite un changement sociétal. Ouais, et dans ce domaine-là, est-ce que vous pensez qu'on avance ou qu'on a plutôt tendance à reculer Là, c'est très différent en fonction des secteurs. On voit des avancées dans certains secteurs, et puis il y a certains secteurs où effectivement il y a des tendances plus globales qui viennent amener des reculs. On parlait tout à l'heure du secteur de la mode. On voit une évolution du fast fashion, des modèles comme Shein, on les connaît tous. Ce sont des choses qui... On voyait un secteur du textile qui avançait de plus en plus vers de la circularité et qui malheureusement est soumis à une compétition qui vient même en dehors de l'Europe bousculer les codes du secteur. Oui, donc c'est compliqué aujourd'hui de se lancer dans une entreprise d'économie circulaire liée au textile, c'est ça que vous nous dites? Il faut vraiment choisir le secteur et le modèle. Aujourd'hui, il y a des modèles qui sont effectivement contraints à des tendances plus globales et c'est difficile au niveau plus local de lutter contre ces grandes tendances. Oui, c'est difficile aussi parce que ça demande beaucoup de boulot. Hein. La surcharge de travail, c'est cité aussi par 16% des entrepreneurs. Mais souvent, on a l'impression d'être seul face à une montagne de formalités à remplir. Il y a les formalités, c'est sûr que les demandes de subsides, c'est parfois des dossiers... voilà, c'est pour ça que toute l'importance d'être accompagné aussi quand on lance un projet. Maintenant, c'est vrai que souvent, ces entrepreneurs, ils sont passionnés par ce qu'ils entreprennent. Et donc, ils donnent vraiment énormément d'énergie là-dedans. Mais pour pouvoir préserver ses ressources et garder son énergie pour l'essentiel, je reviens à l'importance d'intégrer un réseau comme la Coalition Kaya qui permet justement de s'inspirer, de ne pas refaire... Ouais. Et est-ce qu'on peut dire, par exemple, que la plupart de ces sociétés innovantes, c'est une ou deux personnes au début, c'est des micro-sociétés encore aujourd'hui ? Alors au départ, elles commencent, oui, à de petites échelles et certaines réussissent à grandir. Mais effectivement, dans l'économie circulaire, on a des startups, des pure players, on va dire, de l'économie circulaire. Et on a aussi des entreprises, que ce soit des PME ou des plus grandes boîtes, qui justement vont choisir d'avoir des projets circulaires pour donner du sens à leurs employés. Parce que c'est aussi un des challenges dans beaucoup d'entreprises, c'est comment leurs employés sont de plus en plus sensibilisés aux enjeux climatiques, aux enjeux environnementaux. Comment concilier l'activité économique et ces enjeux environnementaux. Souvent, c'est grâce à des projets circulaires qui vont pouvoir donner du sens à certains profils qui autrement créeraient leur start-up pour avoir du sens. Oui, alors on parle souvent de réindustrialisation de la région ou de réinstallation d'entreprises manufacturières. Est-ce que vous avez l'impression que l'économie circulaire, c'est vraiment un créneau de développement pour réinvestir ce créneau-là ? Alors nous, on le pense, au niveau du cluster Circlemed, on a travaillé avec les membres sur une vision plutôt sur l'industrie circulaire. Et donc on pense vraiment que cette réflexion-là peut permettre à une certaine industrie, alors évidemment on ne pense pas à l'industrie la plus lourde possible, mais à une industrie d'avoir une raison d'être en ville, parce que l'économie circulaire demande ce lien avec le marché de consommation, demande d'intégrer le consommateur, de pouvoir avoir cette visibilité, et donc d'être placé en ville pour pouvoir avoir ces chaînes courtes entre les fournisseurs, la production et le consommateur. Donc oui, ça fait sens. Oui, vous partagez cet avis. L'économie circulaire, c'est vraiment une piste de développement d'économie urbaine ? Je pense que c'est indispensable. C'est indispensable parce qu'il est grand temps de développer une économie qui soit moins impactante pour notre environnement et qui soit moins impactante au niveau social aussi. Et qui permette vraiment de durer dans le temps et qu'à la fois on en prenne conscience au niveau de la production et de la consommation. Donc oui, pour moi c'est indispensable. Mais merci en tout cas pour toutes ces explications. Plus d'actu, c'est terminé pour ce soir, mais dans notre JT de demain, on vous montrera deux exemples de projets d'économie circulaire. Demain, vous retrouverez Michel Gaillard pour un plus d'actu politique. Je vous retrouve lundi avec beaucoup de plaisir.